Retour encore une fois à notre programme direct. Comme on a dit au début de notre édition pour aujourd'hui, notre débat principal portera sur une gamme de projets qui a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, concernant surtout le secteur de l'électricité et de l'énergie, et également un autre volet politique, le discours du président au cours duquel il a évoqué le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens comme étant la clé de la paix et de la stabilité dans la région. Alors on va parler des deux volets, et afin de mieux comprendre le volet économique et concernant l'énergie, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Amr Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie. Bienvenue à notre programme. Merci. Tout d'abord, je voudrais savoir, selon vous, l'amélioration actuelle en ce qui concerne l'électricité, tout le secteur de l'électricité, surtout aux foyers égyptiens, avec une vague de chaleur qu'on a vue au cours de la semaine dernière. Les pannes d'électricité et les coupures étaient minimes. Selon vous, comment on a parvenu à faire ce résultat dans un peu de temps, et est-ce que ça va durer? Comme vous venez de le dire, on a remarqué que les coupures d'électricité ont presque disparu, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, bien sûr. Et vous savez, c'est quelque chose qui est très bien compris quand on pense offre et demande. Les coupures d'électricité, ils deviennent obligatoires quand l'offre est moins que la demande pour l'électricité. Alors, ça a été le cas pendant quelques années, jusqu'à 2014, mais à partir de 2014, le gouvernement a commencé à augmenter l'offre. Et aussi, ils ont essayé de contrôler un petit peu la demande. Ils n'ont pas vraiment arrivé à tout contrôler dans la demande, mais ils ont augmenté l'offre d'une manière significative, que maintenant la balance entre offre et demande est positive. Et c'est pour cela que les coupures ont disparu. Alors, le ministre de l'électricité, Mohamed Chakr, a également déclaré que 515 milliards de livres égyptiennes avaient été investis dans des projets afin d'augmenter la production de l'énergie. Voilà. C'est très bien, et que la diversité des ressources de l'énergie renouvelable est actuellement en cours d'être étudiée et également d'être réalisée. Selon vous, quelles sont les ressources de l'énergie renouvelable que l'Égypte doit vraiment adapter, et que ça soit vraiment les solutions à plusieurs problèmes, non seulement les coupures d'électricité et l'augmentation dans ce domaine, mais également à l'environnement, la protection de l'environnement? Oui, exactement. C'est-à-dire que le ministre, il a aussi précisé que aujourd'hui, la participation à la génération de l'électricité en Égypte à partir de l'énergie éolienne, par exemple, est dans les 1,5%, ce qui est vraiment très, très petit. Mais le gouvernement, ils essayent de augmenter la portion d'énergie éolienne, et il y a une compagnie allemande qui a déjà commencé à construire une usine à Sorna pour produire les pièces nécessaires pour les éoliennes. Alors, il faut s'attendre à une augmentation significative du développement de nos ressources éoliennes, et on possède un potentiel d'électricité à partir des éoliennes de 20 000 mégawatts, ce qui est vraiment énorme. Et ces 20 000 mégawatts sont uniquement sur la rive occidentale du golfe de Suez. 20 000 mégawatts. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces mégawatts? Selon vous, comment peut-on les utiliser? Est-ce que c'est pour l'utilisation quotidienne de la population, ou pour la réalisation d'autres projets? Très bien. Vous savez, pour mieux concevoir ce qu'on parle là-dessus, il faut d'abord
considérer qu'il y a un réseau national de transmission d'électricité. Et ce réseau national, il couvre toute la population de l'Égypte, toutes les régions peuplées. Il y a, vous voyez, les câbles de transmission d'électricité. Alors, quand vous avez une centrale qui génère de l'électricité à partir de gaz naturel, à partir de n'importe quelle ressource, à partir des éoliennes ou bien de l'énergie solaire, toute la génération, ça verse dans le réseau. Et puis, et ça constitue l'offre d'électricité. Alors, la demande, que ce soit une demande résidentielle ou bien industrielle ou bien quoi que ce soit, éclairer les rues par exemple, toutes ces demandes-là, ils utilisent l'électricité qui a été pompée dans le réseau national. Alors, vous pouvez par exemple avoir un client résidentiel qui utilise l'électricité qui a été générée à partir des éoliennes. Une résidence au Caire, par exemple, à partir des éoliennes du golfe de Suez et aussi à partir du haut barrage d'Aswan. Alors, vous savez... Une diversité de toutes les ressources. Voilà, toutes les ressources de génération, ils pompent leur production dans le réseau et puis la distribution et l'usage, ça ne différencie pas entre qui a généré. C'est-à-dire ce sont des kilowatts et on les utilise. Également, nous avons contacté par téléphone Dr Mohamed Nasr, membre du parti WAFD, qui va nous donner son avis sur les projets inaugurés aujourd'hui. Bonsoir, Dr Nasr. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État a inauguré la centrale électrique de l'ouest d'Assiout, un des plus grands projets entrepris en Haute-Égypte. Également, il a assisté à l'inauguration de 8 centrales électriques dans un nombre de gouvernorats à travers la vidéoconférence. Alors, la Haute-Égypte, pourquoi on a commencé avec la Haute-Égypte, avec vraiment une gamme de projets, surtout concernant l'électricité et ce secteur d'énergie. Selon vous, le choix de la Haute-Égypte en ce moment, pourquoi? Écoutez, je crois qu'on a senti la valeur de ce qui a été réalisé ces jours-ci. Vous avez senti qu'il y a eu une canicule, la température était 42 degrés, voire 45 degrés la semaine dernière. Il n'y a pas eu une seule fois une coupure d'électricité, et ça c'est une grande réalisation. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, on avait des coupures d'électricité à tout moment. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule coupure d'électricité. Ça c'est quelque chose que les citoyens apprécient beaucoup quand même. Alors en plus, on va vers le nucléaire, on va inaugurer une centrale nucléaire, on va vers le nucléaire. Ça va nous donner un extra d'énergie. On pourra faire fonctionner les usines. Beaucoup d'usines qui ne fonctionnent pas actuellement vont pouvoir fonctionner avec cet excès d'électricité et tout. Donc c'est quelque chose de très positif, je pense. Oui. Ça, c'est quelque chose de très positif. Oui, alors ces centrales électriques vont aider également à réaliser des projets du développement durable en Haute-Égypte qui vont aider vraiment la population. Absolument. Le problème, c'est il existe 8000 usines qui ne fonctionnent pas et il y avait un manque d'électricité. Maintenant, avec tous ces projets-là, toutes ces usines pourront bénéficier de cette énergie et puis ils vont développer, ils vont pouvoir redémarrer. Et ça, c'est quelque chose que nous apprécions considérablement. Oui, Dr Mohamed Nasr, on vous remercie infiniment pour ces explications. C'est moi qui vous remercie et merci, bonne soirée. Voilà. Alors, de retour à Dr Amr Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie. Je voudrais savoir, Dr Amr, est-ce qu'on peut, par exemple, préserver ces mégawatts pour les utiliser après ou on doit les consommer tout de suite? Comment on fait avec toute l'énergie qu'on va générer actuellement? Voilà, une très bonne question parce que un des projets que je pense est vraiment un projet très important, dont le ministre a parlé ce matin, mais n'a pas donné tellement de détails.
Mais je pense que c'est un projet qui est vraiment très, très, très important et sera très utile. Et justement, pour le point que vous venez d'adresser, pour stocker l'électricité quand on a une génération ou bien une offre d'électricité qui est supérieure à la demande dans ce temps-là. Alors, que peut-on faire avec ce surplus, si vous voulez? Alors, on peut commencer à stocker ça. Comment le stock? C'est quelque chose de vraiment génial. C'est un projet qu'on va, j'espère, démarrer la construction avant la fin de l'année avec les Chinois. Et ça consiste à quelque chose de génial. Vous savez, la ville de Sorlin et la ville de Suez. Vous avez, quand on va là-bas, on observe qu'il y a le mont Ata juste à côté. Alors, c'est un mont une montagne qui est vraiment très, très signifiante et très expandue, et elle est très proche de l'eau du Golfe. Alors, le projet, ça consiste à construire un bassin pour stocker de l'eau de mer, sur le sommet de la montagne, et avoir des pompes. Et quand on a un surplus ou bien un excès d'électricité générée, que la demande, il n'y a pas de demande pour ce surplus d'électricité, on commence à pomper l'eau du golfe de Suez jusqu'au sommet, jusqu'au bassin, au sommet de la montagne Hydrata. Et on continue à stocker ça jusqu'à que le surplus devient zéro. Et on commence à avoir une balance entre l'offre et la demande. Et une fois que la demande augmente et il n'y a pas suffisamment d'offres pour fournir cette électricité à la demande, le même bassin qui a l'eau, on commence à retourner l'eau stockée sur le sommet de la montagne de nouveau au golfe. Et il y a des turbines qui génèrent de l'électricité. Alors c'est une manière de stocker de l'électricité qui est absolument fantastique, parce que c'est tout à fait ami à l'environnement, si on le veut. Et aussi, c'est bien faisable. Et aussi, ça coûte pas grand-chose. Oui. Alors, c'est un projet très économique, très utile, et ça conserve l'environnement, parce qu'il n'y a pas de pollution dans tous les points du procès. Alors, c'est un projet qui est vraiment très, très utile et très, très important. Et un autre avantage de ce projet de stocker en utilisant l'eau de mer du golfe de Suez, c'est que, vous savez, l'énergie éolienne est très utile, très propre pour l'environnement et tout ça, mais il y a un petit défaut. Quelqu'un dit que c'est un grand défaut. Le défaut que le vent ne souffle pas à 100% du temps. Oui, bien sûr. Alors, on a dans notre région, à la rive gauche, à la rive occidentale du golfe de Suez, là où on a les éoliennes, on place les éoliennes, on a 52% du temps de chaque année, il y a du vent qui souffle suffisamment pour générer de l'électricité. Mais dans les 48% du temps, là où le vent ne souffle pas, alors on ne produit pas de l'électricité à partir des éoliennes. Alors ce qu'on fait, c'est que quand le vent souffle, on stocke cette électricité-là en utilisant le stockage hydraulique que je viens d'en parler. Et quand le vent s'arrête, et il y a toujours une demande, on commence à récupérer ce qu'on a stocké, et comme ça, c'est vraiment très utile pour les éoliennes. Et le grand défaut des éoliennes, qu'utilisent quelques critiques,
est bien résolu. Très bien. Je voudrais également parler non seulement du côté technique de ce secteur d'énergie, mais également du côté économique, puisque depuis longtemps, ce secteur était dominé par l'État et il y avait une subvention totale du secteur d'électricité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça commence à se libérer un peu puisqu'on voit des investissements et le secteur privé qui existe actuellement avec force sur le terrain, avec le temps. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'existence du secteur privé et des investissements égyptiens ou étrangers dans un secteur primordial pareil? Ben, vous savez, depuis les années 1990-95, on a déjà commencé, le gouvernement de l'Égypte a déjà commencé à ouvrir la porte pour le secteur privé, pour générer de l'électricité et la pomper dans le réseau national. Si, par exemple, tout le monde connaît qu'il y a Sidi Krir, une grande centrale qui brûle du gaz naturel pour générer de l'électricité. Cette centrale-là, c'est secteur privé, c'est pas secteur public. Il y a aussi pour Saïd, une centrale qui est aussi secteur privé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire les IPP, comme le gouvernement les appelle, ce sont des centrales où le secteur privé a investi, a construit et ils produisent de l'électricité et pompent cette électricité au réseau. Donc c'est pas quelque chose de vraiment très nouveau. Mais quand on commence à donner la chance au secteur privé national de produire de l'électricité, je pense que ça sert à une bonne chose. Parce que ça fait un peu moins de pression, si vous voulez, sur le gouvernement. Surtout si on commence si vous avez par exemple une nouvelle cité qu'on construit, au lieu de connecter cette nouvelle cité au réseau national, comme toutes les autres cités, si on commence à laisser le secteur privé générer de l'électricité pour satisfaire la demande de cette nouvelle communauté, donc ça relève de la pression sur le réseau national, ça relève de la pression sur le gouvernement, etc. Donc c'est une très bonne idée, mais il faut faire gaffe, parce que ce qui est très très important, ce sont les conditions du contrat. Très bien. Et est-ce que ces projets aident non seulement à augmenter l'énergie produite chaque année, mais également à créer d'offres d'emploi pour les jeunes, ou non, ça se fait par elle-même, cette production d'énergie, une fois qu'on a établi la centrale? Ça peut créer des occasions? Comme on vient de le dire, si on commence à donner la chance au secteur privé de produire de l'électricité dans des quantités modestes, pas des centrales géantes, mais par exemple en utilisant l'énergie solaire, en utilisant les éoliennes et tout ça. Donc ça aussi, il y a une offre d'emploi considérable. Et il faut aussi préciser qu'on peut avoir des industries nationales, soit pour quelques pièces par exemple des éoliennes dont on a besoin, mais aussi des panneaux solaires et tout ça. Donc si on commence vraiment à donner une chance au secteur privé dans ce domaine-là, ça peut générer beaucoup d'emplois. Et selon vous, pourquoi c'est nécessaire d'avoir plusieurs genres de ressources de création ou de l'énergie renouvelable? Pourquoi on ne se contente pas des barrages comme avant? Vous savez, c'est un point stratégique.
C'est-à-dire il faut avoir un panier de ressources d'électricité, un panier de fuel, un mix de fuel, si vous voulez. Et si jamais un pays n'a pas un mix riche de ressources pour générer de l'électricité, là, il y a un danger d'avoir vraiment des grands problèmes. Alors, quand vous avez un mix qui est très diversifié et très riche, c'est très stratégique et ça conserve, si vous voulez, la sécurité nationale. Parce que si vous avez, par exemple, il y a 5 ou 6 ans, si vous regardez le mix en Égypte, on avait 85% de dépendance sur le gaz naturel. Alors, quand on a eu une partie du problème de manque de production d'électricité, était le manque de gaz. De gaz, oui. Alors, si jamais la portion dédiée au gaz naturel dans votre mix n'est pas 85%, mais disons et 15%, si vous avez un problème avec fournir le gaz, donc c'est un problème qu'on peut contrôler et on peut résoudre. Et alors, plus qu'on a un mix diversifié, plus que c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Alors, également, comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons aborder un côté politique que le président Abdel Fattah el-Sisi a vraiment mis l'accent sur au cours de son discours, puisqu'il a appelé aujourd'hui les Palestiniens et les Israéliens à saisir l'occasion de l'initiative de paix en insistant sur l'importance de la solution de cette crise, puisque selon le président el-Sisi, c'est la clé de la stabilité dans la région. Afin de mieux commenter cette ligne politique au cours du discours d'aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons contacté le docteur Mahmoud Sabit. Bonsoir, docteur. Bonsoir, oui. Alors, on a constaté que le président el-Sisi n'est pas uniquement concentré sur les dossiers locaux, mais également régionaux, puisque en inaugurant des projets en Égypte aujourd'hui, il a insisté sur l'importance de la question palestinienne en disant qu'il faut avoir une solution et que cette solution vraiment peut aider à la stabilité régionale, ce qui est d'ailleurs logique et vrai. Selon vous, pourquoi à ce moment donné le président el-Sisi a évoqué le dossier palestinien et pas par exemple d'autres dossiers également urgents dans la région? Pourquoi le dossier palestinien est retourné sur la scène? Parce qu'à la fin du compte, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme doit attaquer une des bases, une des sources de cette raison, et c'est la situation telle qu'elle est entre les Palestiniens et l'État d'Israël. Et vraiment, on peut dire, c'est l'éléphant dans la chambre, dans ce sens que ça doit être adressé, et c'est un bon moment de l'adresser pour encourager la stabilité à la fin, parce que c'est complètement lié un sur l'autre, et c'est vraiment le bon moment actuellement de le faire. Et je pense que aussi il y a des bons liens entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'État d'Israël, M. Netanyahu bien sûr, que ça peut vraiment ça peut vraiment être comme une base de confiance entre ces deux pour trouver un chemin à la paix. C'est-à-dire que l'Égypte peut exercer des pressions ou des efforts diplomatiques afin de pousser les Israéliens à trouver une solution équitable avec les Palestiniens. L'Égypte est capable de le faire sur la scène actuellement. Oui, c'est pas seulement ça, c'est que une des grands problèmes en tout ça, c'est le paranoïa et la manque de confiance. Et ça doit être vraiment être basé sur une confiance mutuelle que actuellement le chef d'État d'Israël et le chef d'État d'Égypte, ils ont un bon rapport dans ce sens.
Mais on a vu que, par exemple, cette semaine, au cours de la commémoration de la Nakba, comme on la surnomme, ou la création de l'État d'Israël, il y a eu des agressions de la part d'Israël contre des Palestiniens, il y a eu des arrestations contre des mineurs et également des procès contre ces mineurs, ce qui a été vraiment dénoncé par la communauté internationale. Alors, si on parle maintenant d'une paix équitable, est-ce que vous voyez qu'Israël est vraiment sérieuse à propos de trouver une solution à cette crise? Oui, c'est une chose que quand les États de la communauté internationale fait des condamnations contre les actions de l'État d'Israël, et c'est vraiment une autre chose quand ceux qui ont rentré en paix dans le Moyen-Orient commencent à dire la même chose. Et avec comme le discours qu'on a vu aujourd'hui, c'est certainement c'est une base de quoi commencer à vraiment faire des choses là-dessus. On est en train de dire, bon, tout ça c'est très bien, mais c'est assez et la situation est telle dans la région que l'instabilité est devenue inacceptable. Et une des bases de cette instabilité, c'est ce conflit qui continue après des décades. Et c'est depuis 1948 vraiment que ça existe. Et c'est vraiment le moment de commencer à finir la situation. Alors, on espère bien que ces efforts aboutissent à une solution qui peut vraiment garder les droits des Palestiniens en leur terre et également leur droit à vivre en paix et en tranquillité. Je remercie Dr Mahmoud Sabet et je retourne encore une fois à notre invité Dr Amr Mohsen. Alors, on a parlé de ces projets d'électricité, un secteur vraiment très important pour l'Égypte. Je tiens également à parler d'un point cité par le ministre de l'électricité aujourd'hui, Mohamed Shakir, quand il a parlé également de la sécurisation de ces centrales. Est-ce que ces centrales vraiment ont besoin d'être sécurisées et comment les sécuriser et quelles sont les craintes de sabotage contre des centrales pareilles? En faisant quoi on peut vraiment les abîmer? Sécuriser dans deux sens. D'abord, très important de sécuriser en fournissant le carburant. Oui. Il faut sécuriser, il faut avoir le carburant. À long terme ou à une vraiment court terme, puisqu'on ne peut pas vraiment stocker le fuel pour longtemps, 3 ou 4 ans par exemple. C'est chaque 6 mois. Le gaz naturel, vous avez un réseau de pipeline qui ramène le gaz naturel jusqu'à la centrale. Alors il faut sécuriser ça. Mais aussi, il faut sécuriser la centrale elle-même. Parce que, si vous vous rappelez, je suis sûr que vous vous rappelez bien, qu'il y a 2 ans, même 1 an et demi, il y avait le réseau national à haute tension, le 500 kV, il y avait des dommages, il y avait des explosions. Et bien sûr, c'est très sérieux. Alors, il y a du sabotage et il faut s'assurer qu'il y a les mesures de sécurité nécessaires pour ne pas avoir un job facile pour les saboteurs. Alors, pour également sécuriser ces centrales, est-ce que c'est mieux de ne pas les connecter au réseau principal du pays? Justement, c'est-à-dire que si vous dépendez entièrement à fournir l'électricité pour tous les clients en Égypte, que ce soit résidentiel, industriel ou autre, sur le réseau national, donc vous n'avez pas de diversification de ressources, ou bien de fournissement, ou bien de satisfaire la demande. Mais quand on commence à avoir une diversification des sources, par exemple, je suis sûr que tout le monde constate qu'il y a
des bâtiments qui possèdent des panneaux solaires sur le, Oui, c'est vrai. voilà, sur le bâtiment, et ces panneaux solaires, ils fournissent, sinon la demande d'électricité du bâtiment à 100%, une partie significative de cette demande. Alors, si on commence à distribuer les points de génération, ça augmente la sécurité de satisfaire la demande. Également, l'inauguration de tels projets aujourd'hui, ça peut rassurer les investisseurs étrangers parce que première remarque de ces investisseurs, c'était que comment on va venir investir si l'électricité ou l'énergie n'est pas garantie. Aujourd'hui, avec des projets pareils d'électricité, ça vraiment va aider les investissements à s'installer en Égypte. Beaucoup plus rassurant, c'est sans doute. Et ce que j'aimerais bien préciser, c'est que il y a un plan. Et tout ce qu'on a vu comme accomplissement, ce sont des étapes sur le plan. Mais il reste beaucoup à faire. Et j'espère que le gouvernement va continuer le même enthousiasme et va continuer à grande vitesse parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup qui reste à faire. Oui. Et pour les anciennes centrales, est-ce que la maintenance est en cours actuellement ou on va les remplacer avec cette gamme de diversification de ressources d'énergie renouvelables? Vous savez, une partie significative des centrales thermiques, on les appelle centrales thermiques parce qu'on brûle un carburant pour avoir de la chaleur et on produit l'électricité à partir de cette chaleur. Donc on les appelle des centrales thermiques. Alors, une partie significative des centrales thermiques répandues en Égypte, ils brûlent de gaz naturel pour bouillir de l'eau et puis ils prennent la vapeur pour générer de l'électricité dans des turbines, et c'est tout. Alors, le projet d'aujourd'hui d'Asyut, pour vous donner quelques chiffres, la centrale d'Asyut est capable de produire 1000 mégawatts, ou bien 1 gigawatt. Alors, ça, c'est une centrale simple, comme on l'appelle. Du moment qu'on commence à moderniser la centrale, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser la chaleur qu'on a générée à partir de brûler le carburant une seule fois, on prend la chaleur qui est à l'instant pas utilisée, on utilise ça pour faire fonctionner des turbines supplémentaires qui génèrent plus d'électricité. C'est-à-dire la centrale d'Asyut, quand on a fait une transition à partir d'un cycle simple à un cycle double, on a augmenté le potentiel de génération d'électricité de 1000 MW à 1500 MW. C'est vrai. Alors, si on continue à faire ces transitions-là, là où on a des centrales de cycle simple en Égypte, et il y en a des centrales qui sont toujours des cycles simples, ça va aider à augmenter l'efficacité de l'utilisation de la chaleur pour produire de l'électricité, et ça coûte moins cher que de construire une centrale toute neuve. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait cité ça que la centrale d'Asyut avait passé de 1000 à 1500 MW sans augmenter la consommation de gaz. Voilà. Oui, alors ça, parce qu'on utilise la chaleur deux fois. Simple et qui peut être vraiment utilisé partout où il y a des centrales pareilles afin d'augmenter également l'énergie qu'on peut avoir. Et avec un investissement minime. C'est-à-dire que ça coûte moins cher, bien sûr, si on compare, du coup, de construire une centrale toute neuve.
Et qu'est-ce que ça veut dire la création d'un marché compétitif en ce qui concerne l'énergie? Ça signifie beaucoup de choses. Ça peut être vu d'un angle de inciter le secteur privé à participer au marché de générer de l'électricité, fournir de l'électricité à partir du secteur privé. Et on a dit que c'est quelque chose de bien parce que ça relève de la pression du gouvernement. Alors, on peut regarder à partir de cet angle-là, mais il y a des diverses façons en disant création d'un marché compétitif, j'ai l'impression de parler par exemple des réseaux de téléphones portables, que comme client, j'aurai le choix entre une compagnie d'électricité X et Y. Est-ce que c'est faisable? Ça existe dans plusieurs pays. C'est-à-dire aux États-Unis, par exemple, vous avez des compagnies privées, que chaque compagnie a des centrales. Et c'est un milieu compétitif, parce que vous pouvez acheter à partir d'une certaine centrale qui est possédée par une certaine compagnie de l'électricité un peu moins chère qu'une autre. Alors, il y a des marchés comme ça. J'aimerais pas que ça soit aussi compliqué en Égypte. Je pense à mon avis, pour l'Égypte, c'est pas convenable. Si il y a une compétition entre les compagnies, ça peut revenir au bien des clients, peut-être. Ce qui pourrait baisser le prix d'une manière significative, c'est de commencer à construire les centrales localement. Au lieu d'importer les centrales, aujourd'hui on importe les centrales à partir de l'Allemagne, à partir du Japon, la Corée du Sud et tout ça. Mais si on commence à avoir une production locale plus significative, ça va absolument baisser les prix, baisser le coût de générer de l'électricité et comme on vient de le dire, ça va avoir des offres d'emploi, et puis la sécurité nationale. Parce que si, par exemple, si vous comparez deux pays, pays X, pays Y, pays X génère de l'électricité, mais pays Y, il le fait aussi. Pays X, toute l'électricité produite, c'est généré à partir d'équipements importés, à partir de fuel, carburant importé. Mais pays Y produit ses propres équipements pour générer de l'électricité, utilise son propre carburant. Alors, ils ne sont pas pareils. Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on accomplit la transition de pays X en pays Y. Alors, c'est un projet enthousiaste, on espère bien qu'on le verra sur le terrain. Un projet pareil réalisé, ça peut vraiment aider l'économie, la population, également les jeunes qui cherchent d'offres d'emploi. En attendant de voir tous ces projets se réaliser sur le terrain et en commençant avec ces projets inaugurés aujourd'hui, je tiens à remercier mon invité, Dr Abdou Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie. Et également, je remercie Dr Mohamed Nasr et Dr Mahmoud Sabet pour leurs explications à travers les appels téléphoniques concernant également ces projets et le discours du président Al-Sisi aujourd'hui en ce qui concerne la question palestinienne. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme direct. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. D'ici là, passez agréablement. Merci et au revoir.